Une question que beaucoup se posent. Quel rendement peut espérer un investisseur avec un riad bien géré? Donc, un riad bien géré, c'est un riad qui propose plusieurs services à la fois. Ça, c'est une chose, mais d'une part, il faut qu'il se présente avec une âme marocaine. Ce qui veut dire le sens d'hospitalité, cet accueil chaleureux. Vraiment, dans les petits détails et dans les petits gestes, on peut vraiment se différencier dans le marché. Surtout que dans le marché, il y a plusieurs riads et la demande est forte, mais il faut vraiment avoir et savoir fidéliser les clients. En location saisonnière, on peut viser de 14 à 20% brut, selon le taux d'occupation bien sûr. La qualité du bien et la gestion en net, après, Après frais, je pense, après frais personnels, c'est ça? oui, tout à fait, après Ok, les frais personnels, après les frais fixes. Et donc, et bien sûr, les plateformes qu'on choisit, notamment Booking et Airbnb. Il y a d'accord. aussi Expedia, Ok. mais les fortes demandes viennent via Booking et Airbnb. Ça, Les gens ne cherchent même pas se résider dans un riad, mais ils cherchent l'expérience. d'accord, Donc, on vend une expérience authentique. d'accord. Donc, ils cherchent le sens marocain à 100%, cette hospitalité, ce accueil chaleureux, D'accord. ce partage des valeurs et de l'âme marocaine. Ok. Donc, ils cherchent vraiment d'interagir avec des gens. C'est pour ça qu'on a dit avant qu'un riad ne peut pas dépasser une occupation comme un hôtel. Donc, on ne parle pas de 200-300 chambres, on parle maximum sur 30-35 chambres. D'accord. Ça, c'est le maximum, mais après, il y a le minimum de 5-6 chambres. Normalement, moi, ça aussi, c'est un avis que je donne beaucoup aux investisseurs avisés. C'est que maintenant, dans tout ce qui est un investissement sur de la location courte durée ou bien dans l'hôtellerie en général, les clients ils sont en train de chercher des expériences. Ils sont plus à la quête de y aller, l'hôtel et dormir. Ah non, ils veulent vraiment Vivre une expérience. voilà, comme on a dit, le riad, c'est vraiment marocain. Oui. Ça représente le pays que le touriste a visité. Il plonge dans un monde qui est différent que le sien. Et contrairement à un hôtel basique qui va être un petit peu européen et qui ne crée pas cette différence et ce qu'on appelle nous cette transition culturelle. Et même le sentiment dans un hôtel, on se sent qu'on est un produit. Tout à fait, exactement. Au contraire, un riad, on peut se faire des amis, on peut faire des connaissances. Il y a des clients qui se fidélisent et ils reviennent consécutivement à chaque fois. Donc, ils choisissent le même établissement, pas pour l'établissement à 100%, mais des fois pour les gens qui travaillent dedans. Tout à Donc, fait. pour croiser les mêmes personnes, pour les revoir et pour toujours avoir ce relationnel avec des gens locaux. Ici sur Investir sans frontières, donc la plupart des gens c'est des investisseurs, donc ils sont très très intéressés par rapport à des gestions de biens. Aujourd'hui en fait le plus grand handicap d'un investisseur c'est de trouver un bon gérant. Oui, tout à fait. Et d'avoir une bonne gestion pour son investissement. Est-ce qu'il faut une présence locale pour gérer ces imprévus ou bien est-ce que vous connaissez mieux ce secteur? Est-ce qu'il y a des étrangers qui passent par les gestionnaires spécialisés à Marrakech? Un bon gérant, c'est la base de la base. Parce que c'est à lui de choisir l'équipe, c'est à lui de gérer l'équipe, c'est à lui de gérer les clients. Parce qu'il y a dans un riad, il n'y a pas toujours le bonheur qui se fleurit, mais il y a des conflits à gérer. D'accord. Internes ou externes, vis-à-vis les procédures juridiques, vis-à-vis le personnel, vis-à-vis les clients. Donc de gérer le back-office et le front-office aussi, parce qu'il doit être présent. Il faut avoir une personne de confiance qui soit présente. Un riad, il tourne à peu près à combien de personnel? Par exemple, un riad renommé, réputé, de taille moyenne. Taille moyenne, donc ça veut dire 8 à 12 chambres. Il peut tourner avec 6 ou 7 personnes sur place. Mais on arrivera avec des gros établissements quand vous le représentez. Avec, on peut aller jusqu'à 60 ou 70 personnes. C'est énorme. C'est énorme, mais ça nécessite des grandes capacités de gestion. Oui. Mais là, c'est juste, ça parle toujours et ça tourne toujours pour donner une qualité de service. Donc, quand on parle de qualité de service, il faut vraiment déployer plusieurs. Donc, pour une tâche, par exemple, qui peut être faite par une seule personne, mais elle sera épuisée derrière et il ne fera pas le travail avec tout l'âme demandée. Donc, on déploie pour la même tâche 2 ou 3 personnes à la fois. Bah aussi, c'est la vision d'Investir sans frontières, en fait.
c'est que même pour ces gens-là, c'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup frileux, il faut les dire les choses comme ils sont, par rapport à leur investissement dans le Maroc, soit étant étranger, soit étant marocain résident à l'étranger. Nous aussi, on veut changer un petit peu et on veut ouvrir ce mariage entre les bons gestionnaires sérieux et avec les investisseurs, tout simplement. On veut casser le code que, voilà, investir au Maroc, c'est toujours... Être présent. Voilà, parce que aussi au Maroc, on a des bons gestionnaires, on a du potentiel aussi dans ça. C'est sauf qu'il n'y a pas assez qui donne de visibilité et faire la liaison entre les deux. Nous, on veut casser ces codes et on veut carrément créer des mariages entre les bons gestionnaires et les investisseurs. Est-ce qu'on peut transformer n'importe quel riad en maison d'hôte? Pas tout Est-ce à qu'il y a fait. des règles à respecter? Bien Donc sûr. la fameuse question. Bien sûr, il y a des règles à respecter, notamment la superficie. Et comme les riads, c'est des anciennes constructions, donc il faut vraiment voir le voisinage. Parce qu'on ne peut pas tout démolir et reconstruire si on a un voisinage qui n'est pas vraiment solide. Et donc ça, c'est les deux grands obstacles. Après, ce qui est architecture, design, parce que même démolir et rénover, il faut garder toujours garder le charme du riad. Et ça coûte, parce que la Médina, c'est pas vraiment la zone la plus facile pour faire des travaux. En Europe, on a l'habitude qu'on doit garder les centres historiques comme ils sont. Est-ce que la mairie, en fait, oblige les gens qui veulent faire de la rénovation totale, par exemple, s'ils veulent démolir un riad et reconstruire un, est-ce qu'ils exigent de garder un petit peu l'aspect ancien de la Médina, ou est-ce qu'il y a des exigences? Pas d'exigence, Okay. tout dépend vraiment de la personne qui a acheté et qui veut rénover. Est-ce qu'il y a des cahiers de charges? Non. Ok. Tout ça, donc il peut faire une maison grecque dans l'ancien Médina. Okay. Est-ce qu'on voit des fois des gens qui sortent carrément? Oui. C'est vraiment étonnant. Okay. Oui, mais quand ils sortent du cadre marocain, leur cible de clientèle, par exemple, c'est une autre clientèle. D'accord. Et soit c'est pour habitation, tout simplement vraiment pour... Donc c'est moins pertinent que... Voilà. Les pièges classiques à éviter quand on investit dans un... Donc les riads, généralement, c'est des héritages. Okay. Donc par rapport aux héritages, il faut bien voir qui sont les membres propriétaires actuels. Donc ça, il faut éplucher vraiment pour les voir. La propriété à la Médina, il n'a pas les mêmes titres ordinaires qu'on connaît, notamment la Melkia. Oui. Et donc pour ça, il faut vraiment voir comment procéder. C'est une longue procédure, mais elle est tout à fait faisable avec les bons contacts et la bonne procédure. D'accord. Juste pour moi, j'explique un petit peu pour mes spectateurs et mes investisseurs. Vous m'avez suivi beaucoup sur Investir sans frontières. Moi, j'étais pour quelqu'un qui défend toujours l'achat avec un titre foncier solide, ce que j'appelle les investisseurs avisés, qui peuvent faire des acquisitions de ce bien-là quand ils sont bien entourés et qu'ils ont tous les leviers à côté d'eux pour faire cette opération. Donc, pour leur expliquer, pour la Melkia, la Melkia, en fait, aussi, c'est un acte adoulaire, d'accord ? C'était avant l'existence des notaires. Nous, au Maroc, on faisait les transactions immobilières chez l'Adoul. C'était un contrat adoulaire qui se fait et qu'après, bien évidemment, on peut l'inscrire dans le foncier, tout simplement, et on peut transformer ce acte adoulaire un titre de propriété, ce qu'on appelle le titre foncier ici au Maroc. Parmi ces pièges, donc on a dit ça. Donc, je pense que vous suggérez un accompagnement pour un achat. Je sais que les investisseurs avisés qui font la plus grande value, ils les font sur les adliyat, donc sur ce acte adoulaire. Contrairement quand on achète un riad avec un titre foncier, donc on est sur d'autres budgets. Tout à fait, parce que le titre foncier valorise plus le bien. Et déjà, donc, ça évite de faire toute une procédure que pour quelques gens, ils la trouvent un peu longue. Oui. Mais elle est faisable. Elle est faisable et facile. Comme j'ai dit avant, c'est vraiment, il faut juste suivre la procédure. Et respecter les critères que vous nous avez annoncés. Je pense qu'il y a le métrage et... Tout à fait. Est-ce qu'on peut investir par une société dans un riad? Oui, tout à fait. Donc, une société peut acheter un riad
et même demander un financement bancaire, comme on a dit avant, D'accord. et soit le financer à 100% à travers la société. Beaucoup d'étrangers, en fait, on a vu ça hein, récemment au Maroc, il s'assuit à 2 ou 3 parce qu'il y en a qui trouvent le budget conséquent et ils veulent partir sur quelque chose de bien. Oui. Et s'ils veulent faire, bah, il faut beaucoup de financement, donc ils s'associent à 2 ou à 3 donc pour partager les frais. Comme vous le savez, moi je vous ai dit au Maroc, pareil, on peut créer une SCI, une société immobilière marocaine, ou il y en a qui passent par d'autres sociétés à l'étranger dans le cas, mais le plus important c'est d'avoir une convention claire sur la gestion des revenus. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut choisir le bon riad à Marrakech? Je pense que ça c'est une très bonne question et je pense que vous êtes capable de me répondre. Un riad, c'est tout dépend d'usage qu'on voulait faire. Les 3 critères clés. Les 3 critères clés, ok. Donc l'emplacement. D'accord. Tout à fait. Il faut choisir un bon quartier. C'est pas forcément un quartier accessible en voiture. Parce qu'il faut, il faut vraiment faire dans la tête une idée que la Médina, c'est pas la zone la plus accessible en voiture. Donc à 5 minutes de marche ou 10 minutes de marche à pied, ça fait découvrir aux futurs clients le charme de la Médina, vraiment se retrouver dans ce qui est culture et quotidien marocain. Et baigner dans ce charme de Médina. Exactement. En fait. La superficie, parce qu'il y a des superficies qu'on ne peut pas transformer en riad touristique qui peut accueillir des gens. Donc la superficie est très importante. Aussi, il faut faire une petite enquête par rapport... Vous avez une idée de la superficie? Comme ça, les gens au moins... C'est 120 mètres carrés minimum. D'accord, ok. Parce que les gens, ils peuvent se retrouver avec un 80, un 90, mais ils disent un riad, mais ils ne savent pas qu'ils n'ont pas cette capacité avec la législation marocaine de recevoir ou le transformer en une maison d'hôte. Si on parle de très anciens riad, un minimum de superficie, c'était 600-700 mètres carrés. D'accord, c'était énorme. Exactement. Mais je pense que maintenant, l'orientation de l'État, vu qu'on rentre dans des gros projets ici au Maroc, donc beaucoup ils savent, surtout pour Marrakech, qu'on ne voit pas cesser d'augmenter. Et dernièrement, on a pu dépasser l'Égypte en tourisme. C'est du nouveau. Et que Marrakech, elle prend déjà un gros pourcentage et une grosse partie du marché du tourisme au Maroc. Mais tu sais, le peuple marocain a été élu le peuple le plus accueillant. D'accord. En 2024, on a pris le titre. D'accord, bah ça m'étonne pas. On a pris le titre comme je fais partie de secteur. Ça m'étonne pas. Après l'emplacement, après la superficie, moi je pense que le troisième critère, c'est l'état. Oui, c'est l'état du bien et l'état du bâtiment bien sûr, mais moi je dirais qu'il y aura un autre, c'est que faites-vous accompagner. Oui. Il faut de l'accompagnement parce que déjà, comme on parle des investisseurs, la plupart d'eux, c'est pas des Marocains. Donc le premier obstacle, c'est la langue. D'accord. Et généralement, les gens au Maroc... Et là, nos connaissances de la vérification, ils ne peuvent pas faire la vérification juridique, ils peuvent pas faire la vérification technique. Tout à fait. C'est vraiment un obstacle, c'est le premier obstacle qui se présente, c'est la langue. Parce que tous les papiers sont en arabe. Et si on ne sait pas lire et on ne sait pas vraiment convertir les bons termes avec d'arabe à une autre langue, ça reste. Donc l'accompagnement, c'est vraiment très important pour un riad, pour l'achat d'un riad, parce qu'on parle toujours d'un grand investissement. Donc, il y a une somme à dépenser et il faut vraiment la dépenser intelligemment et proprement. Et être accompagné surtout avec les bonnes personnes qui vont faire tout simplement la vérification juridique et technique pour vous. Moi je vous dis, hein, vous savez, nous à Investir sans frontières, on parle cash. Marrakech, c'est une ville d'opportunités, mais aussi des pièges. Tout à fait. D'accord. Au moins on est clair. Il ne faut pas le dire juste pour Marrakech, mais pour le monde entier. Exactement, tout à fait.